Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui le fondateur de la marque C'est qui le patron, la toute première marque créée par les consommateurs en soutien des producteurs. Bonjour, je voudrais qu'on remonte à l'origine, au premier jour en fait. Comment elle naît l'idée? Alors c'était en 2015, même si les produits sont arrivés en 2016. Pour faire simple, précisément, on était à l'époque toujours un collectif de consommateurs comme aujourd'hui. On s'occupait des fruits et légumes moches, les fruits et légumes avec des petits défauts d'aspect, qu'on sauve du gaspillage. Je rappelle toujours ce que c'est par an. Ce qu'on gaspille, c'est 10 millions de tonnes en France. C'est le Stade de France rempli à ras-bord de produits parfaitement consommables et qui ne voient pas un estomac humain. Voilà, ça parle. Le Stade de France rempli à ras-bord. À ras-bord, à 5 mètres près. C'est un calcul qui avait été fait après le calcul fait par les Anglais pour Wembley. Et nous voici donc dans une conversation avec un conseiller du ministère, puisque la démarche anti-gaspi française va être présentée à l'ONU, à la suite d'un article du New York Times. Et à la fin, le conseiller nous dit il y a une détresse totale côté producteurs laitiers. Est-ce que vous auriez une idée côté consommateurs? Nous, spontanément, on pose une question. Qu'est-ce qui manque sur une brique de lait? Combien il manque pour que le producteur vive? Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Et c'est là où apparaissent les 8 centimes par litre. Deuxième question, combien on boit de litres par an et par habitant? 50 litres par an et par habitant, donc fois 8 centimes manquants pour qu'il soit heureux. On est arrivé à 4 € à rajouter sur nos achats de lait par an, côté consommateur, pour qu'il vive de son métier. Voilà comment tout est parti. On a demandé aux grandes marques de le faire. Elles ne l'ont pas fait, on l'a fait nous-mêmes. Et donc vous créez la marque. Il y a quand même... qui vous met en rayon la première fois? Comment ça s'accélère d'une certaine façon? Oui, alors ça c'est l'enseigne Carrefour, avec qui on travaillait pour notamment les gueules cassées, les fruits et légumes moches, à qui on a dit... Écoutez, on est vos clients du magasin. Ça, c'est important que je le dise tout de suite parce que ils nous connaissaient, ils savaient qu'ils n'étaient pas en relation avec une entreprise traditionnelle qui essaie d'avoir des parts de marché, des résultats financiers. On va réexpliquer que on le dira après, c'est une coopérative, c'est vraiment un modèle particulier. Voilà, un peu particulier, mais qui à la fois leur a donné une sensation, je me rappellerai toujours de ces mots de Bertrand Swiderski ou du patron de l'époque. C'est terrible, mais j'ai oublié le nom du patron de Carrefour de l'époque, Jérôme Bédier. Et lui dit, ok, vous êtes nos clients, s'il n'y a pas d'enjeu financier, on va vous aider différemment. Et c'est comme ça que cette petite brique de lait, sans moyens particuliers, sans commerciaux dans les magasins, sans grande campagne de pub, arrive dans 5500 magasins en quelques jours, ce qui, d'après eux, est assez rare, même un peu jamais vu. Et Nicolas Chaban, avec un succès qui est quand même rapide. On va pas se mentir. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès, même si vous y croyez forcément, sinon vous l'auriez pas lancé? Nous, le jour où on découvre qu'il faut rajouter 4 € sur nos achats de lait pour rendre des producteurs heureux, on se dit on va pas être les seuls à pouvoir mettre 4 € par an. Par an. Mais là, je vous redonne le cadre de l'époque. Les plus grands spécialistes nous disent vous n'avez pas de communication, pas de commerciaux dans les magasins. Vous êtes juste des consommateurs. Vous allez vendre maximum 5 millions de litres. C'est le plafond maximum. Donc c'était le rêve des 5 millions. Mais on savait qu'à l'autre bout, des familles devaient vendre beaucoup plus de lait pour s'en sortir. Et le premier mois, arrivent des chiffres fous. 1 million de litres de lait. La première année, les 5 millions sont tellement évidemment dépassés. On est à 33 millions de litres de lait. Et en 18 mois, ça devient la brique de lait la plus vendue de France, hors MDD. C'est toujours vrai aujourd'hui? Toujours vrai, même ça s'est renforcé. C'est pareil pour les 2 beurres bio. Et je vous donne un chiffre tout de suite, qui n'est pas une gloire de la notion de podium, mais l'espoir côté producteur. Vous avez, quand vous avez en main ces produits, C'est qui le patron, créés par les consommateurs, vous avez la marque nouvelle, la plus vendue depuis 10 ans en France. Ça veut dire que le monde économique n'a pas créé une marque depuis 10 ans dans l'agroalimentaire qui se vend plus que celle-là. Pas parce qu'elle est la moins chère, mais parce qu'elle est solidaire. Donc c'est un autre chemin qui donne beaucoup d'espoir aux producteurs, mais aussi aux consommateurs. Avec ces chiffres, 482 millions de litres de lait solidaire vendus, 593 millions de produits solidaires vendus. D'ailleurs, il y a combien de produits aujourd'hui sous la marque C'est qui le patron? Alors il y a 21 familles concernées, après il y a des références, vous savez, le lait demi-écrémé, le lait entier, le lait délactosé maintenant, pour que tout le monde puisse aider les producteurs. Donc 21 familles, 33 produits, 33 références. D'accord. Et alors,
quelle démarche pour lancer un nouveau produit? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, tiens, parce que c'est une marque de consommateur, hein, pour aider les producteurs, on le rappelle. Donc à quel moment vous dites, tiens, on va, je sais pas, vendre des pommes de terre, par exemple? Ben, c'est un bon exemple. Les pommes de terre sont apparues de cette façon-là. Alors comment? C'est une bonne question. C'est toujours sur le site, on peut signaler les produits qu'on aimerait plus transparents dans notre consommation ou qu'on aimerait voir arriver en rayon sous ce principe. Une fois qu'on a cette sélection qui se fait toujours assez naturellement, hein, il n'y a pas beaucoup d'études de marché chez nous, ça se fait un peu émotionnellement. Là, c'est le cas, je prends un exemple concret pour les pommes en ce moment. Oui. Il y a des échalotes, oignons, il y a des produits qui arrivent. L'emmental vient d'être décidé collectivement. On va faire les cerises qui viennent de se finir. Oui. On fait des cerises solidaires. La nouveauté, c'est que nous, consommateurs, on est décideurs. On va pouvoir voter sur des questions très simples. Est-ce qu'on met la rémunération du producteur au cours mondial? Il ne gagne pas sa vie. Et là, je vois, évidemment, les cerises à un prix donné. Hein. Si je rajoute les centimes qui lui manquent, écoutez bien, sur les cerises, on a posé la même question que sur le lait. Qu'est-ce qui vous manque sur un kilo de cerises? Donc ça, c'est la question que vous posez à l'exploitant. En amont du questionnaire. Et là, il nous dit, ben, moi, il me manque 1,50 € par kilo. Deuxième question qu'il ne faut jamais oublier, combien on mange de cerises par an et par habitant? 400 grammes. Alors on se dit, attends, 400 grammes multiplié par 1,5 €, ça fait 60 centimes par an. Et donc cette équation qui nous manquait, hein, la boussole du prix le plus bas qui est importante, elle n'éclaire pas toute la zone de notre consommation. Et donc on a mis la question, est-ce que vous êtes prêt à rajouter 60 centimes par an? Massivement, les gens disent oui. J'imagine que tout le monde répond oui. Mais après, il y a d'autres choses. Votre question elle est intéressante parce que nous, on a découvert, nous l'équipe, que la détresse des producteurs de cerises qui arrachent leurs arbres en France, il y en a 30% de moins là en quelques années, c'est parce que depuis toujours, on ne sait pas qui a décidé ça, c'est le syndrome Kaiser-Sosé de Usual Suspect, on ne sait pas qui c'est, on a découvert qu'on vendait naturellement les plus grosses cerises. Mais les moyennes, pas les toutes petites, elles ne sont pas vendues, donc pas valorisées. On a proposé à tout le monde de mettre ces cerises-là plutôt que les très grosses. À l'instar d'un arbre cerisier chez nos grands-parents, personne n'est venu faire des tris. Celle-là, je ne la veux pas, elle n'est pas assez grosse. Voilà, le panier de récolte chez une grand-mère ou un grand-père ou chez ses parents, c'est vraiment les cerises comme elles sont. Et bien là, le choix, c'est fait. C'est un calibre moyen et c'est ça qui va sauver les producteurs. Et oui, parce que ça leur permet d'écouler ces cerises qu'ils ont du mal à vendre dans le circuit classique, c'est ce que je comprends. C'est ça, il y a une espèce de règle qui s'est emparée du marché, comme le beurre bio, avec cette espèce de couleur toute l'année qui s'appelle le carotène, qui donne un colorant, qui donne la couleur la même au beurre. On s'est dit, mais pourquoi on l'enlèverait pas? Bah, maintenant, le beurre, c'est que le patron suit les saisons par rapport à ce que mangent les vaches, les fleurs. Donc il n'a pas toujours la même couleur. Et il y a 1 centime qui a pu être récupéré pour être amené au producteur. Donc en fait, nous, pour la première fois consommateurs, on a les données de l'histoire et on crée le prix voté conseillé, puisque les prix sont libres, qui nous donne une double indication. Alors, je reviens au modèle. C'est une coopérative. Comment ça marche? Alors, il y a une coopérative, il y a 3 structures. Vous l'avez, ce que je vous décris là est sur le site internet, parce que c'est important pour nous d'être le plus transparent possible, puisqu'en tant que consommateur, on veut être dans une autre logique que la logique des marques où on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Là, vous avez tout. La coopérative, c'est la patronne. Vous pouvez devenir, comme je le suis et comme 16 000 personnes le sont, sociétaire. 1 €, c'est la loi qui veut que ce soit 1 € à vie, vous devenez sociétaire et là vous allez participer aux décisions de, entre guillemets, de l'entreprise, qui est une SCIC. Et à côté d'elle, cette coopérative, Locomotive, elle a 2 autres structures qui vont créer des produits, mettre en rayon. Et les 3 structures sont coiffées de la même logique. Pas de dividendes versés en fin d'année, c'est-à-dire que l'argent, puisque c'est un immense succès, revient vers le soutien aux producteurs. Et on est allé même un peu plus loin en créant effectivement la fondation actionnaire pour que du vivant de l'équipe initiale, mais également pour les générations futures, cette aventure, c'est que le patron ne pourra jamais être revendu à un groupe pour faire une opération financière à quelqu'un qui ne serait pas dans les valeurs initiales. Donc on a une maison solide qui protège les producteurs, qui nous protège aussi nous consommateurs. Si on protège les producteurs, il ne faut jamais oublier de rappeler que ce sont des gens qui nous nourrissent tous les jours.
dans le contexte actuel, faire en sorte qu'ils soient là demain et que leurs enfants et que les plus jeunes reprennent, c'est vital. Donc c'est vital pour eux et c'est vital pour nous. On y reviendra sur cette fondation actionnaire, mais ces dividendes que vous ne versez pas, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est pas 100% aux producteurs. Comment? Alors il y a une mise en réserve dans la partie structure pour que l'aventure reste indépendante, puisqu'il n'y a pas de banque, il n'y a pas de fonds. Vous savez, généralement dans une structure, enfin, vous savez mieux que personne, mais si vous avez un fonds qui vient, il va vous demander de la rentabilité. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il aura tendance à dire, mais pourquoi vous donnez autant aux producteurs? Enlevez quelques centimes à la fin de l'année. On se paiera de notre investissement. Bonheur absolu, le succès a été tel, la bonne étoile est tellement accrochée au-dessus de l'histoire, on n'a pas eu besoin de banque ni de fonds. Donc, les dividendes, enfin, ce qui serait des dividendes, reviennent en priorité aux producteurs. Mais vous gardez quand même... On garde une réserve qui nous rend indépendants, donc ça reste dans la structure. Et cette réserve, c'est pareil, elle va aider d'autres producteurs que les 2500 familles impactées directement. Vous n'imaginez pas, c'est la première fois que je vais le dire, mais je tiens à le signaler. Quand on achète ces produits, on aide les familles derrière les produits. Hein, les œufs, le beurre, le lait, la farine, voilà. Ce sont des producteurs français qui, bientôt les fruits et légumes, s'en sortent. Mais comme il reste de l'argent, on a créé des aides directes. 1500 € qu'on mobilise immédiatement. C'est une histoire de consommateur, hein, c'est pas un discours de marque que je vous fais. Il y a des gens qui n'arrivent plus à remplir leur frigo. On peut les aider. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à remplacer leur tracteur. On amène 10 000 € sans garantie, ce sont des prêts sans garantie. Tout ça, c'est possible grâce aux achats de tout le monde. Et je vous assure, l'équipe s'en occupe et nous raconte ce qui se passe. Quand un producteur n'a plus aucune solution, savoir que des consommateurs ont créé une petite tirelire qui lui redonne l'occasion de relever la tête, de remplir son frigo, de changer un tracteur et de repartir, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qu'il y a à l'autre bout. Voilà, je vais en témoigner parce que l'équipe, Anna, Marie, s'en occupe toute l'année. Et les impacts sont très forts pour les producteurs. Voilà. Allez voir sur le site internet les témoignages qui sont très touchants. Et donc cette fondation actionnaire, vous avez décidé de léguer toutes les actions de vos entreprises, pas seulement de C'est qui le patron, à cette fondation. Déjà, ce modèle juridique, c'est quoi? C'est assez rare quand même. Oui, c'est très rare la fondation actionnaire, il y en a très peu en France, il y en a beaucoup plus dans les pays d'Europe du Nord, aux États-Unis aussi. Je vais le faire concrètement. Pourquoi est-ce que, à titre personnel, je l'ai fait? De mon vivant, je dirais que tout était stabilisé pour que ce soit une aventure collective qui ne puisse pas être autre chose qu'une aide aux producteurs. Pas de revente déjà possible. Oui, parce que vu le succès de la marque, ça peut aiguiser un certain nombre de convoitises. Voilà. Puis après, on nous a dit maintenant ça vaut 30, 40 millions d'euros, puisque c'est devenu la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans, le lait le plus vendu, 128 millions par an, enfin bon. Donc ça a une valeur économique. Le fait est que si je disparais, ou si ça va être le cas un jour, mes enfants se retrouvent en situation de récupérer et donc de pouvoir à nouveau finalement disposer et avoir d'autres influences. Vous leur avez demandé de renoncer à l'héritage d'une certaine façon. Et c'était très touchant pour moi, c'est que en France, on ne peut pas juste mettre ses actions dans une fondation actionnaire. C'est une espèce de personne morale qui fait que ça n'appartient à plus personne sinon au bien commun. Il n'y a plus personne qui peut décider, je dirais, négativement du sort de l'histoire. Donc c'est ça qui est merveilleux. Mais mes enfants, merci à Clara, Léo, Mathéo, ont dû signer et eux-mêmes se sont finalement un peu déshérités de cette part d'argent qu'ils auraient pu imaginer pour eux. C'était très touchant parce qu'il leur a fallu à peu près un centième de seconde pour dire oui. Et je les remercie, mais surtout, je suis prêt à aller voir tous les entrepreneurs, j'en ai vu beaucoup là récemment au MEDEF, pour leur dire... être le plus riche du cimetière, je ne sais pas si c'est quand même le destin le plus merveilleux qui soit. Pour au moins la moitié, moi je l'ai fait à 100%, prévoyez peut-être de mettre le fruit de ce travail dans une structure de bien commun. Là, ça va protéger longtemps les producteurs
Et d'ailleurs, on va lancer là dans les prochaines semaines les entreprises du partage. C'est le modèle de C'est qui le patron qu'on propose d'expliquer et de mettre en place sur d'autres secteurs. Alors tiens, justement, sur ce thème, vous savez que chaque semaine dans ce grand entretien, dans la rubrique Prêt pour l'impact, on demande à l'invité de poser une question à l'invité de la semaine suivante. Donc vous poserez une question au patron du groupe SOS, qui sera là la semaine prochaine. Mais la semaine dernière, c'était Thibaut de Saint-Simon, le directeur général de la Fondation Entreprendre, qui donc a une question pour vous. On l'écoute. Cher Nicolas, ça fait plus de 10 ans que vous êtes engagé sur la juste rémunération des producteurs. À la Fondation, on est engagé sur les enjeux d'entrepreneuriat au sens large. Je voulais vous demander comment est-ce qu'on pouvait étendre votre action pour que chaque entrepreneur puisse décemment vivre de son activité. Alors, est-ce que c'est ce dont vous commenciez à parler entre entreprise du partage? Bon, c'est merveilleux. Là, on est du point de vue de l'entrepreneur. Ouais. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Oui, je vais essayer de faire simple. Parce qu'il y a beaucoup d'artisans, d'entrepreneurs qui se payent à peine. Qui ont du mal. Ouais. Alors, c'est valable pour toutes les tailles d'entreprises. Ouais. Parce que des très grosses entreprises sont venues nous voir. Je ne donnerai pas leur nom, mais on les connaît tous en disant, et toutes, le système capitaliste actuel va s'effondrer. Enfin, le tour de magie n'est plus possible. En gros, moi je suis consommateur, je ne sais pas vraiment à quoi sert mon argent, je me rends compte qu'il a un impact négatif sur des producteurs, les salaires ne sont pas très hauts, l'impact environnemental est catastrophique. J'ai envie en tant que consommateur que mon argent serve à quelque chose de bien. Maintenant, si je dois aller retourner le produit, comprendre comment il fonctionne, c'est long et fastidieux. On va donc créer une labellisation finalement consommateur d'une entreprise. D'accord. Je vais savoir que cette entreprise, parmi cette famille qui va grandir, eh bien quand j'achète, les producteurs, soit s'il y en a dans le système, sont bien rémunérés, mais les salariés sont payés à un prix correct. L'impact environnemental, je peux le mesurer. Par transparence, je sais qu'en amenant mon argent à cet endroit-là, j'ai des chances que mécaniquement le monde aille mieux. Donc les entreprises du partage, c'est une sorte de label? Ouais, c'est un modèle inspiré de ces 8 ans de C'est qui le patron, qui, à mon avis, va être au-delà de l'aventure de C'est qui le patron, un modèle d'avenir. On ne peut pas imaginer que le monde détruise avec l'argent de tous, pas facile à gagner. Et pour répondre à cette question, effectivement, l'entrepreneur, il doit aussi s'en sortir. Il y a aujourd'hui des entrepreneurs, notamment les petites entreprises, qui ne gagnent pas leur vie, c'est-à-dire qu'ils prennent une part de risque, ils ne seront jamais millionnaires, on le sait, et ils se battent pour que les entreprises existent. Et bien là, nous, consommateurs, on va échanger de la transparence et du partage avec ces entrepreneurs contre un succès. Parce que vous prenez n'importe quel secteur, il faudrait trop de temps, mais je peux vous décrire ça sur d'autres secteurs, comme la santé. Si à un moment donné, on sait, nous, consommateurs, qu'un entrepreneur nous a intégrés en tant que consommateurs à l'intérieur de son logiciel. On sait où va l'argent, à quoi il sert. On sait que notre argent apporté à cet endroit ne peut pas faire autre chose que mécaniquement des choses positives sur le monde qui nous entoure. On va naturellement lui amener notre soutien de consommateur. C'est le plus important qui soit. Et c'est là où la Fondation Actionnaire se place dans la structure pour nous garantir à nous, consommateurs, que c'est prioritaire d'amener notre argent dans cette entreprise plutôt que cette autre. Avec quand même la question du pouvoir d'achat. Dans votre démarche, à chaque fois que vous dites tiens, on va se positionner sur un produit, c'est une démarche de consommateur et donc vous évaluez combien ça va coûter sur l'année. On a vécu une période inflationniste très forte, on va peut-être en vivre une nouvelle avec la guerre commerciale allumée par Donald Trump. Est-ce que ça vous a impacté à l'époque et est-ce que vous craignez que ça vous impacte dans les mois à venir? La chance folle de cette aventure, c'est qu'elle n'a pas du tout été impactée par les 8 années et toutes les contraintes. Ce qui montre bien, et c'est pas pour les podiums et les chiffres, que c'est sans doute l'avenir de notre consommation. Quand nous, consommateurs, on sait où va notre argent, je vous donne l'exemple de la brique de lait. La brique de lait, c'est qui le patron? Elle a augmenté entre le Covid et la guerre en Ukraine. Elle est passée de 99 centimes à 1,27 €. On s'est tous dit, qu'est-ce qui va se passer derrière? Mais comme on sait tout des centimes qu'on a rajoutés, on a pu dire à tout le monde, aux sociétaires, aux consommateurs, à la presse, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de produits qui l'aient fait, vous voyez, ces 28 centimes, on va vous dire où ils sont allés. Il y a eu 13 centimes vers la laiterie des producteurs, 15 centimes vers les producteurs. Vous savez qu'à un moment donné, ça augmente de 28 centimes, mais que ça profite
ou à la laiterie des producteurs, aux salariés, on a vérifié aussi ça, ou aux producteurs. Il n'y a rien eu qui était allé du côté, et merci des distributeurs qui ont joué le jeu, rien du côté de C'est qui le patron parce qu'il n'y en avait pas besoin. Ouais. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est la plus forte progression dans cette période. Donc, alors Plus que vous 13%. affichez 30 centimes de plus, Ça a progressé de parce que les 13%. parce que les autres progressaient plus en prix ou pas? Non, Vous voyez non, ce que je veux dire les vous autres, liez ça à la ils transparence. suivaient naturellement cette progression de prix. Ils étaient parfois moins chers, Oui. mais le rayon a baissé de 3,5% dans cette D'accord. période. Et C'est qui le patron, qui était déjà la brique la plus vendue, la marque nouvelle la plus vendue, a progressé de 13%. Mais c'est pas pour les chiffres, c'est pour dire aux entrepreneurs, n'ayez plus forcément le rêve du succès absolu qui va vous rendre encore une fois très riche pour peut-être pas toutes les bonnes raisons du monde. Parier sur un autre chemin. Je crée une entreprise, je la crée dans une logique de partage, j'intègre les consommateurs dans mon système, je reste un entrepreneur indépendant, personne ne viendra me dire quoi faire en tant qu'entrepreneur, hein. Il y a une absolue autonomie. Mais je sais, et je donne un repère clair, que l'argent qu'on m'amène va servir à des choses utiles et que ça ne pourra plus faire autre chose que soigner le monde qui nous entoure. C'est ça les entreprises du partage et on y croit beaucoup. Je vais m'appuyer sur une citation, vous l'avez dit sur TF1 au mois de janvier dernier, c'est récent. Si on veut sauver les agriculteurs, il doit se passer quelque chose cette année. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu majeur ou comme bascule en cette année 2025? Alors merci d'en parler. C'est absolument pas à la mesure de l'urgence que sans doute notre pays parle de tout ça. Je vais être très concret. Les producteurs en France, ils étaient 1 500 000 en 1970, les exploitations agricoles. On est à 395 000. On a perdu 1 100 000 exploitants, des gens qui bossent tous les jours pour nous nourrir. Là, ça s'accélère. On est à 27 fermes par jour qui mettent la clé sous la porte, 200 par semaine. Ça s'accélère encore parce que l'INSEE dit, vous voyez, il reste 395 000 exploitations. Dans 5 ans, la moitié part à la retraite. Oui. Donc, qui va nous nourrir? Puisque les producteurs arrêtent, ne reprennent pas les fermes parce qu'il n'y a pas de revenus. Quand sur le lait, vous faites 7 jours sur 7 en tant que producteur de lait, lundi, je vais le faire rapidement, 5h30 du matin, vous avez une première traite, vous avez une deuxième traite à 18h30. Et ensuite, vous êtes à mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le vendredi, il n'y a pas de week-end. Le samedi, vous vous relevez à 5h30, comme le dimanche, et vous repartez le lundi, et vous prenez pas de vacances. Non mais attendez, on est dans un monde où ces gens qui nous nourrissent tous les jours n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes. Donc l'urgence, elle est simple, c'est maintenant que ça se passe cette année, où on arrive à inverser cette courbe du départ et de l'abandon de ce métier merveilleux qui nourrit les autres, et on aura protégé de la nourriture à nos portes. Ou alors, sans être alarmiste, on va quand même faire un petit rapide schéma. On va parier sur quoi? Sur de la nourriture du bout du monde. Ben oui. Mais le bateau du bout du monde, qui va sillonner entre différents conflits et sous la pression qu'on voit actuellement, évidemment, avec les États-Unis qui créent une pression supplémentaire. Comment on est sûr que cette nourriture va arriver jusqu'à nous? Donc, on a de la nourriture. Enjeu de souveraineté alimentaire. On a de la nourriture chez nous. On rajoute comme argument. On connaît, on sait comment elle est faite. Il faut qu'on protège les gens qui nous nourrissent. Mais il y a une loi d'orientation agricole qui a été votée juste avant le salon international de l'agriculture qui portait notamment sur cet enjeu et qui, c'est un engagement, je crois que c'est sur les 5 ou 10 prochaines années. Elle est passée à côté de Non, ça marche pas. On essaie d'être très bienveillant. On parle beaucoup pendant le salon de l'agriculture. Emmanuel Macron est venu nous voir, comme la ministre de l'Agriculture, comme le Premier ministre. On leur a dit ce que je vais vous répéter. Les producteurs disparaissent. Vous êtes. Mais alors il fallait faire quoi? Alors, il faut arrêter de faire Egalim 1, 2, 3, 4 jusqu'à 74. Il faut qu'un acteur, le seul acteur qui peut, dans ces négociations commerciales, changer le sort des producteurs apparaisse. Cet acteur, c'est nous, les consommateurs. C'est-à-dire que on doit pouvoir être autour de la table quand une marque, avec un distributeur, est en train de décider du sort sous pression des marges
du producteur, nous on doit lever la main en disant attendez, vous faites tout ça pour nous, hein, vous considérez quand même qu'on est très important, nous les consommateurs, dans votre schéma, eh bien on vous demande de protéger avec notre argent ce monsieur ou cette dame, faites en sorte qu'ils gagnent leur vie. Si on n'est pas là, il y aura toujours des arbitrages où à la fin, vous savez, c'est le producteur, celui qui se défend le moins, la surface un peu molle de l'équation à qui on dit désolé, on peut te laisser que les miettes de notre négociation trop dure. Donc mettez les consommateurs dans l'histoire, on est bienveillant, on est capable de protéger et de faire beaucoup de publicité positive demain à des marques qui feront la même chose. Il ne faut pas que C'est qui le patron reste seul à faire du bien aux producteurs, il faut que toutes les marques s'y mettent. C'est pas forcément inflationniste ? Non, parce que si vous avez ce que j'appellerais, ce qu'on appelle aujourd'hui le juste prix, vous êtes en face d'un prix durable. Et merci aussi pour cette remarque qui va me permettre de vous dire comment on va faire des économies sur le long terme. Quand vous avez une brique à 1,27, elle est au juste prix. Elle n'est pas plus chère que celle qui est à 1,15. L'autre n'est pas au prix où il faudrait finalement trouver le produit pour que notamment le producteur vive. Il y a une logique très simple. Et la transparence, récemment on a donné tous nos comptes au patron d'Intermarché Thierry Cotillard qui voulait voir où allait l'argent, comment, pourquoi, à quoi il servait. Quand on est sûr que l'argent sert à quelque chose de bien, on achète les produits. L'équation qu'il faut avoir en tête, 30 secondes. C'est que les économies qu'on fait à court terme quand on achète moins cher, on va le payer une fortune derrière. Quand à un moment donné, il faut réparer les impacts sur la santé, les impacts sur l'environnement, ce qui nous semble être une économie à court terme est une bombe à retardement économique pour la suite. Payons au juste prix les produits en protégeant les producteurs. Merci beaucoup Nicolas Chaban et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Pierre